De Gurs à Auschwitz. Un podcast pour ne pas perdre le fil de l'histoire. Un podcast pour ne pas oublier. Car c'est quand on ne parle plus des morts qu'ils disparaissent vraiment. Alors, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle, mais essentielle. Dans ce 9e et dernier épisode, nous allons nous intéresser au camp de Gurs aujourd'hui. Le camp ferme définitivement le 31 décembre 1945. Très vite, on vend les baraques aux enchères et on y plante une forêt. Le silence de la nature hurle des vérités. En 1959, Monsieur et Madame Chabrery s'installent dans la région à leur retraite. Monsieur Chabrery, ancien consul de France dans les pays de Bade, entreprend des démarches pour financer la restauration et l'entretien du cimetière des déportés, cimetière laissé à l'abandon. Il veut en faire un lieu de mémoire. Il réussit à sensibiliser le consistoire israélite et les élus du pays de Bade. Le projet se concrétise par l'inauguration en 1963 du nouveau cimetière restauré. De là, germe l'idée d'un jumelage entre deux villes, l'une béarnaise et l'autre badoise. En 1965, alors que l'amitié franco-allemande balbutie encore, 16 Allemands arrivent pour un échange à Navarinx. Ce jumelage existe toujours. Fondée en 1980, l'Amicale du camp de Gurs a vocation à regrouper tous les anciens internés, leurs familles, leurs amis et sympathisants. Elle organise entre autres des visites guidées du camp, notamment pour les écoles. Les ambassadeurs de la mémoire sont des lycéens du département porteurs de la mémoire du camp de Gurs et ils sont pleinement engagés dans une démarche de réflexion et de transmission autour des valeurs démocratiques et républicaines. Les frontières sont faites pour être traversées, les voyages pour changer de regard, l'histoire pour ne pas être répétée. Maïté Burgin, professeure d'espagnol au collège de Barretous d'Aret. Alors, ça fait partie d'une séquence pédagogique, ça fait partie d'un épimigration, c'est-à-dire une séquence pédagogique que nous menons avec le professeur d'anglais, le professeur d'occitan et donc en cours d'espagnol. Et la problématique est de répondre à la question pourquoi partir. Donc, un travail sur l'exil, sur l'immigration, qui en cours d'espagnol a été traité au travers de la guerre d'Espagne, de la retirada. Nous avons travaillé en cours sur tous ces événements historiques. Nous avons regardé 2 vidéos. Nous avons beaucoup travaillé sur le photojournalisme qui s'est développé donc pendant la guerre d'Espagne et donc sur quelques photos de la retirada que les élèves ont étudié avant de rencontrer Monsieur Vallès, donc qui est venu en classe. Et ce projet se termine, pour ma part, en tout cas en espagnol, par la visite du camp de Gurs. Voilà. D'accord. Mais c'est un projet qui a été mené conjointement avec le professeur d'anglais et le professeur d'occitan, qui, eux, dans leur matière, ont essayé de répondre à cette question, pourquoi partir, mais bien sûr avec ce qui concerne le programme d'anglais et le programme d'occitan. D'accord. Des élèves de 3e du collège de Barretous d'Aret. Vu qu'on avait vu des images, je trouve que c'est plus facile de s'imaginer comment c'était avant, sans les arbres. Ouais. Et sinon, oui, le cimetière, j'aurais pensé qu'il serait plus grand. Je sais pas. Enfin, les pierres tombales, qu'il y en aurait plus. Ouais. Mais ça fait penser aux soldats à la guerre, quand ils meurent, toutes les pierres tombales qu'il y a, et vu que on peut pas faire la taille d'une pierre tombale normale, puisqu'il y en a trop. Mais du coup, oui, ça fait quand même pierre tombale, et je trouve que c'est beau, les pierres dessus, les gens qui viennent. Fait une baraque qu'ils en aient reconstitué une, comme ça on a pu vraiment voir comment c'était avant, dans quelles conditions de vie ils étaient, et pas juste avec des photos, vraiment la réalité, quoi. Avant de venir, je disais à Anna, je stresse et tout parce que genre il y a plein de gens qui ont souffert et nous on n'a pas connu ça. Les déportations qu'ils ont dû avoir, à part par des images, on peut pas vraiment savoir nous ce que ça faisait et tout, donc c'est vrai que des fois c'est difficile de s'imaginer
comment ils ont été, dans quelles conditions. Je pense qu'on peut s'imaginer un peu leur souffrance, mais je pense que leurs souffrances, elles sont au-delà de ce qu'on peut s'imaginer quand même. Oui. Le comité de jumelage de Navarinx et sa région est vraiment indissociable du camp de Gurs. Après l'aboutissement du projet de restauration du cimetière des déportés, il a été voulu comme une continuité pleine d'avenir. Cette réalité est hélas trop peu reconnue. Il n'y a pourtant pas de plus belle réussite que les 58 ans d'amitié franco-allemande. C'est pourquoi nous voulons ici raviver le souvenir des initiateurs de cette belle aventure. Marc Cazalet, Henri Bonnefond, Monsieur Laborde, alors directeur de la Caisse d'épargne, Monsieur Cazenave, alors directeur du Collège de Navarinx, et bien sûr Aldo Vasti. Le choix des autorités locales et des autorités allemandes se portèrent sur les villes de Navarinx et Mörsch, devenues plus tard Rennstetten. Ainsi naquit le jumelage de Navarinx, mais laissons la place au témoignage d'une jumelle de la première heure, Madame Marilus Casamayou, native de Las. Je n'ai pas fait partie du premier jumelage qui était exclusivement réservé à Navarinx. Mais j'ai fait partie de la réception des premiers Allemands qui sont venus parce qu'il fallait trouver des gens pour les accompagner, enfin des jeunes qui seraient intéressés et puis des gens pour les accompagner. Mais ce qu'il y a, c'est que nous, on avait un curé ici, l'abbé Boson, célèbre curé que les gens appelaient l'as des curés et le curé de Las, qui parlait allemand et qui jouait l'accordéon. Il avait appris ça pendant qu'il était prisonnier en Allemagne. Et comme il y avait des réceptions d'Allemands et des échanges, etc., entre mairies, on l'a appelé comme interprète. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il est venu nous chercher et nous dire « Ah, il y a des jeunes Allemands, il faudrait les accompagner. Ils sont très gentils, venez avec nous, on va aller voir, on va aller... » Voilà. Il y a eu un consul, le consul Chabrerie, qui était très... c'est le moment où on a signé aussi l'Office franco-allemand pour la jeunesse, en 63, je crois. Hein. Et à partir de là, lui, il a eu une idée, à partir du camp de Gurs, qui était mal connu, il a pensé que des jeunes Allemands pourraient venir entretenir les tombes, relever le nom des gens qui étaient morts, parce qu'il y a même eu 1 millier de morts, je pense, là, et que ça pourrait faire le départ d'un échange de jeunes, que les jeunes pourraient découvrir l'Allemagne et qu'il y aurait de l'amitié franco-allemande, et que les jeunes Allemands pourraient mieux connaître leur histoire et venir nettoyer les tombes de Gurs. Donc, ça a démarré comme ça. Et au début, il semblerait que le projet, il y avait de l'argent débloqué par l'Office franco-allemand qui s'est créé à cette époque-là, et il semblerait que les élus aient surtout compris qu'ils allaient recevoir les élus allemands, puis les élus allemands recevraient les élus français. Il y avait un très bon restaurant à Navarinx, le camp de Borde, alors ils festoyaient et tout ça. Et puis, quand le curé qui est là, vous voyez, j'ai pris une photo, Boson a été appelé comme interprète, et il est venu nous voir, il est venu voir des jeunes de Navarinx, il a dit, mais enfin, quand même, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, c'est pour les jeunes, et il semblerait que peut-être vous n'en profitiez pas, il faut absolument que vous manifestiez, il faudrait bien que vous alliez voir le maire de Navarinx, il faut absolument... Donc, on s'est déjà lancé, il nous a mis un peu dans une bataille, là. J'étais en seconde, en 65, j'étais en seconde, oui. 16 ans, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans. Et donc, les jeunes, voilà, donc il nous a mis dans le coup, et l'année d'après, on est parti, quoi. Je suis l'aîné de 4 enfants, et je faisais, en béarnais, on dit faire de l'empathie, c'est-à-dire gêner. J'avais déjà une maman qui avait deux petits-enfants plus jeunes que moi, qui étaient très rapprochés, et puis une dernière qui venait de naître. Donc, il fallait que j'ai toujours été poussée à faire les colonies de vacances, les départs, etc. Donc, quand j'ai entendu l'Allemagne, j'aurais préféré que ce soit l'Angleterre, parce que c'était déjà les Beatles, c'était là. J'avais déjà She Love You, un disque, tout ça. Hein. Non, rien du tout, ni allemand ni anglais. Je parle espagnol. Enfin, je parle espagnol. Je faisais de l'espagnol au collège, mais ça a été très facile de parler. C'était pas un problème du tout. Et voilà, donc il est venu nous chercher et on a accompagné les groupes. On les a. Il fallait aller en Espagne. Il y avait plusieurs voitures qui y allaient. Et on est monté dans ces voitures et on a accompagné les jeunes. Et tout de suite, il y a eu d'ailleurs des petits coups de cœur, tout de suite. Tout de suite, la première année des premières visites, oui, absolument. Il y en a certaines qui ont fini par un mariage, comme Mireille Larouille et comment il s'appelle, Brocard. Maintenant j'ai oublié son prénom.
Et puis d'autres, ça a été un peu comme les fleurs de notre jeunesse, quoi, hein, où le cœur s'enflamme facilement. Mais les souvenirs sont restés, on est restés très amis très longtemps. Parce qu'ils revenaient les jeunes, donc on les revoyait, voilà. D'une année sur l'autre, voilà. Alors l'échange, c'était de recevoir des Allemands dans la famille, l'année suivante donc des Allemandes qui ont été ici, et nous on allait dans la famille de cette Allemande. Et donc voilà, nous on a eu carrément une famille jumelle, puisque moi j'étais la jumelle de Carola Hubert, ma sœur Chantal était la jumelle de Hildegard Hubert, et nous, la dernière, était la jumelle de Ulrich Hubert. Et entre les deux, il y avait Hans-Peter, qui veut dire Jean-Pierre, et mon frère Jean-Pierre était le jumeau de Hans-Peter, qui était le fiancé de la seconde. Donc tout était déjà très très bien organisé. La première fois, je peux vous raconter la première fois que Carola est arrivée ici. Parce que là, la première fois, on n'a fait qu'accompagner. Déjà, on n'avait personne à la maison. Mais l'année suivante, au mois de mai, j'avais Carola chez moi. Moi, je ne savais pas un mot d'allemand, elle ne savait pas un mot de français. Et mon père travaillait. Il a pu commencer à parler, parce que mon père a été prisonnier en Allemagne, donc se débrouillait un petit peu en allemand. Donc, je lui fais visiter la maison et je lui montre la chambre de mes parents. Je lui ai dit, je lui ai expliqué avec des gestes, les parents, chambre. Elle dit, schön. Deuxième chambre, je lui montre ma chambre, je lui explique que c'est la mienne. Et puis je lui montre où est-ce qu'elle va dormir. Elle dit schön. J'ai compris que schön voulait chambre. Alors, voulait dire chambre. Alors j'ai dit schön mes sœurs, schön pour se laver, schön pour aller aux toilettes, schön pour manger. Et schön, ça veut dire joli. Alors quand mon père est arrivé, il m'a dit mais tu fais beaucoup de progrès en allemand, c'est très bien. Voilà, voilà. Bah oui, parce qu'on ne comprenait rien à ce qu'il nous racontait, rien. Voilà, donc ça c'était quand il est arrivé. L'Allemande qui était ici était un peu déçue parce que son fiancé était en Navarre, parce que à 14-16 ans, ils étaient déjà fiancés à vie. Hein. Ils se sont mariés. Les Allemands, ils sont sur la ligne droite. Ça changeait beaucoup avec notre esprit latin. Hein. Sur l'autoroute de l'amour, exactement. Et voilà, d'ailleurs, elle est là, Carola. Carola, moi je suis là. Ma soeur est là. Puis là, c'est la fin de son premier séjour, ça, ici. Photo du jumelage? Ben oui, mais je n'ai que celle-là, ici. Oui, j'en ai plein, mais je ne les ai pas ici. Ça, on a fait une sortie à la Madeleine, à côté de Tardès, en montagne. Là, il y avait le jeune homme qui me plaisait beaucoup, voilà, le petit blond. Moi, je suis là, derrière. Voilà. À l'époque, on concluait pas, hein. C'était bisous. Oui, voilà, c'était très mignon, hein. C'était très sage. La première année, je ne sais pas s'ils l'ont fait beaucoup après par la suite, mais la première année, quand ils sont venus, et la deuxième année, la troisième année aussi, ils sont allés avec nous nettoyer les tombes de Gurs. C'est-à-dire décaper les pierres tombales, chercher les noms. Et comme beaucoup de Juifs étaient venus du pays de Baden-Baden, eh bien, ils ont cherché après les contacts. Je ne sais pas trop s'ils ont trouvé tout ça, parce qu'on n'a pas fait trop un bilan de tout ça. Hein. Mais enfin, ils sont allés au camp de Gurs. Il y avait une cérémonie. Il n'y avait pas tous les le mémorial qu'il y a aujourd'hui, voilà, tout ça. Par contre, mes parents sont allés en Allemagne dans la famille Hubert. Alors, mon père était prisonnier de guerre à côté de Francfort, et le père de Carola avait la main complètement emportée, la moitié de la main, à Stalingrad. Donc, ils ont échangé, évidemment, leurs souvenirs de cette triste période, quoi, parce que c'est aussi triste pour les Allemands que pour les Français.
nous en parlait, en tout cas sans haine vis-à-vis des Allemands. Et c'est plutôt picaresque comme il racontait. C'est-à-dire qu'ils étaient morts de faim avec le régiment, ils étaient enfermés, il y avait des Allemands partout. Ils sont partis à deux avec des vélos qu'ils ont trouvés dans un fossé. Et ils ont trouvé un village, ils ont piqué de quoi manger. Puis en faisant demi-tour, ils ont vu que des Allemands les suivaient. Bon, alors le capitaine a dit mourir ou se battre et mourir. Ils ont dit non, on va pas. Et puis surtout, il me disait que quand ils ont été emportés vers l'Allemagne pour être prisonniers, ils sont passés à côté de Verdun et ils ont dit quand on pense à tous les jeunes de notre village qui sont morts là sur cette plaine, non, ils voulaient pas faire la même chose. Non, ils voulaient pas du tout laisser leur peau inutilement sur. Voilà, c'est ça absolument, oui. Oui. Ah oui. Non, il était très content que Carola soit là. Très content de nos relations avec la famille Hubert. Et vous êtes toujours en contact ou... Parce que là, Ben, ça remonte maintenant. oui, parce qu'il y a eu le 50e, 50e anniversaire du jumelage avec l'Allemagne il y a 2 ans ou 3 ans, on y est allé. Voilà. Et on a revu, évidemment, Carola, toujours avec son Hans, Hildegarde, qui n'était plus avec son Hans-Peter, ça avait changé. Hildegarde, la dernière, on ne l'a pas vue, mais on a vu Hans-Peter aussi. Et oui, on les voit 50 ans plus tard. On continue à les voir, oui. Moi, je regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'il n'y ait plus ces jeunes comme nous étions nous pour aller Oui, parce que c'est là-bas. Je vois les jeunes, ils disent toujours non à tout. Mais une fois qu'ils sont partis, je vois ma petite fille avec du CPA, elle ne voulait pas y aller, il ne faut pas y aller. Une fois qu'elle est partie, elle s'est régalée parce qu'elle a trouvé des garçons et des filles vachement mieux que ce qu'elle pensait, au moins aussi bien qu'elle, si ce n'est mieux. Et donc, elle s'est beaucoup amusée, et nous aussi. Moi, j'aurais préféré aller en Angleterre, mais quand on est allé en Allemagne, ici, c'était encore les bals de campagne. Là-bas, c'était déjà les boîtes de nuit. Ah oui, c'est pas du tout la même taille. Ah oui, ici, c'est la campagne. Ah oui, c'est la campagne. Là-bas, c'était urbain, oui, vraiment. Ah, mais je me rappelle très bien. On a fait partout où on était reçus. Il y avait évidemment des discours, etc., des traductions des interprètes. On était bien polis, on applaudissait, etc. Ça ne nous intéressait pas toujours. Mais après, il y avait les alignements de bouteilles de bière à l'infini. Alors, moi, je ne bois pas beaucoup de bière, mais enfin, il fallait quand même boire. Il fallait quand même chanter. Et puis, il y avait, par exemple, la sortie sur le Rhin. C'était formidable. La sortie en forêt noire. Alors là, en forêt noire, il y avait des espèces de pâtisseries avec des gâteaux de 25 cm de haut, que de la crème. Moi, j'adorais ça. Je revenais avec 3 kilos de plus au retour. Ah oui, ça, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs. Tous les soirs, on sortait. Ici, on ne sort pas tous les soirs. Tous les soirs, on sortait. On rentrait pas tard, mais on rentrait vers 11h, minuit, en se promenant avec nos petits amis, là, bras dessus, bras dessous, en parlant beaucoup, sans rien comprendre ce que disait l'autre, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important. C'est pas le plus important. Je crois que non, c'était très chouette, quoi. Oui, voilà. Le jumelage, d'ailleurs, je peux le dire parce que on en a parlé avec elle il y a pas longtemps. Il y avait une famille qui aurait voulu recevoir des jeunes, mais ils n'avaient pas de salle de bain. Eh bien, à l'époque, le curé est venu trouver mon père. Il a dit chez un tel, ils veulent recevoir des gens, ils veulent participer au jumelage. Ils n'ont pas de salle de bain. Eh bien, ils ont fait une salle de bain en 3 semaines. Ils ont arrangé la salle de bain et après, il y a eu une salle de bain. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, oui. Et il y a eu de la solidarité, il y a eu des... Et puis, nous, on ramenait d'Allemagne aussi plein de choses, pas seulement la recette du gâteau au fromage blanc, comme ça. Si j'avais la pêche que j'aimerais avoir, parce qu'il y a des jours, il me semble que j'ai 35 ans, et puis il y a des jours, au moment de passer à l'acte, où je me dis, mais finalement, bouf, là. Non, j'irais faire le pèlerin dans les collèges de Navarinx, de Sauveterre, et pour intéresser plein de jeunes, parce qu'il y a quand même dans ce milieu rural qu'on connaît ici, plein de jeunes qui n'ont jamais voyagé, parce que déjà en ville, c'est pas facile de trouver les moyens. Bon, il se trouve que en tant que prof, j'ai chaque année amené des élèves à Venise, mais il y avait des familles qui ne pouvaient pas se le payer. Donc, il fallait trouver l'argent, trouver le moyen de distribuer l'argent sans que ça passe par l'intendant pour que toute la classe entière aille à Venise 8 jours chaque année. J'ai fait ça toutes les années depuis les 15 derniers ou 20 dernières années d'enseignement. Mais ça, j'aimerais bien le faire avec les élèves ici. Je pense qu'ils seraient ravis. Mais comment les accrocher, comment aller les chercher, comment les motiver, voilà. C'est... Oui, appel. Venez vite au comité de jumelage et dites à Philippe, j'ai 15 ans et je veux vivre les mêmes aventures des premiers jumelages. Philippe Casse-Tête,
président du comité de jumelage de Navarinx et sa région. L'idée centrale d'un comité de jumelage, c'est d'entretenir l'amitié entre les nations. Et c'est extrêmement important après les périodes très sombres de l'histoire qu'on a vécues sur le territoire. C'est extrêmement important de rapprocher les peuples, les habitants. Moi qui suis né pratiquement en même temps que l'Europe, que l'idée de l'Europe, je suis un Européen tout à fait convaincu et j'aimerais faire partager le plus largement possible cette idée que l'essentiel nous réunit en Europe. On voit à l'échelle du monde des grands pays, des grands courants politiques qui sont une menace. Et on est dans un univers qui est préservé. Et les fondateurs de l'Europe ont voulu, en créant ces relations entre nous, éliminer le risque de la guerre. C'était d'abord ça, l'idée qui a inspiré les fondateurs de l'Europe à son origine. Aujourd'hui, l'amitié, elle a besoin d'être entretenue et elle a besoin aussi de se matérialiser. Et on ne peut pas aimer une nation dans son ensemble, c'est difficile. Mais par contre, on peut toucher du doigt à l'occasion d'échanges, en allant se voir. On peut toucher du doigt tout ce qui nous réunit, tout ce qui fait qu'on se ressemble. En 45, on avait l'impression qu'on s'était opposés, qu'on avait des ennemis de l'autre côté de la frontière. Aujourd'hui, la frontière, on la traverse sans même s'arrêter. On se déplace à l'échelle du continent comme si on était chez nous, comme si on était à la maison. Et ça, c'est extrêmement important et extrêmement agréable. Alors pour être plus proche de nous, mais quand on va manger des tapas en Espagne, on n'a plus à présenter sa pièce d'identité ou à passer devant un douanier. Et pourtant, c'était le cas pour moi quand j'étais jeune. Et aujourd'hui, échanger avec nos amis allemands, nos amis italiens, puisqu'on est la commune de Navarinx est jumelée avec les deux, avec une commune italienne et avec Rheinstetten, tout près de la France, de l'autre côté du Rhin, à 2 kilomètres de la France en fait. On voit bien que à chaque fois qu'on se retrouve, c'est le plaisir de partager des moments. On constate qu'on se ressemble, mais on apprécie aussi les petites traditions, les modes de vie qui sont un petit peu différents chez les autres et dont parfois on a un bénéfice à prendre les bonnes choses. Alors aujourd'hui, on a des échanges qui nous amènent à nous voir tous les ans. Alors bien sûr, il y a eu la période Covid, où là tout le monde est resté chez soi, cloîtré, calfeutré, mais depuis l'après-Covid, on a repris nos échanges et tous les ans, soit on reçoit une délégation de nos amis, soit on se rend chez eux. Cette année, on va recevoir nos amis allemands, on va recevoir nos amis italiens, on va aller chez nos amis allemands à la période des marchés de Noël. Ça va être très très sympa, on va boire du vin chaud, on va voir toutes les belles choses d'un marché de Noël comme on les organise dans l'est de la France ou en Allemagne. C'est pas les mêmes que chez nous, c'est beaucoup plus chaleureux. Donc on va vivre ça cette année, c'est notre choix, et l'année prochaine, on fera l'inverse, on ira en Italie et on recevra nos amis allemands. Aujourd'hui, on est 80. 80, c'est un chiffre qui est en augmentation régulière, légère bien sûr, mais régulière. Et donc 80, ça compte à l'échelle du territoire. Navarinx, c'est 1000 habitants, 1050 à peu près. Et tous les villages alentours, bon, on arrive à une population qui ne rivalise pas avec celle de Rheinstetten, puisque Rheinstetten en face, c'est 20 000 habitants. Scorze, c'est également à peu près le même ordre de grandeur. Donc vous voyez, on joue dans la cour des grands en fait. Nous avons parmi nos adhérentes une personne, Renate, qui est à la fois allemande par sa naissance et française par sa vie. Et bien sûr, c'est un très très bon prof qui a beaucoup de patience. Donc il y a un petit groupe qu'elle initie à l'allemand. Mais non, il n'y a pas du tout besoin de parler allemand. Il faut dire qu'on a la chance d'avoir en face de nous beaucoup d'Allemands qui parlent français. Mais sinon, il y a des outils aussi où il y a tout simplement
éventuellement l'anglais qui sert de passerelle entre les deux. Mais pour ceux qui ne parlent pas anglais ou pas très bien, il y a aussi les traducteurs en ligne, voilà, tous les assistants vocaux qu'on trouve sur les smartphones aujourd'hui. Moi, j'étais en Arménie il n'y a pas très longtemps, j'ai jamais parlé un mot d'arménien, c'est totalement incompréhensible, c'est totalement illisible, mais avec mon chauffeur de taxi, on n'a jamais eu le moindre problème, on s'est toujours compris. Et on a ri et on a partagé des histoires sans aucun problème, sans parler la langue. De beaux souvenirs, d'abord les moments passés à table, c'est important, hein. C'est toujours important. Et je me rappelle la dernière fois, voilà, un moment alors en Alsace on dirait un Windstube, je sais plus comment on dit côté allemand, mais c'est la même chose, c'est en fait un établissement où on mange des tartes flambées. Voilà, alors c'était succession de tartes flambées à volonté, les classiques avec les petits lardons, l'oignon, fromage. J'ai même découvert des tartes flambées sucrées à cette occasion, aux pommes, enfin façon un peu strudel ou crumble, voilà. Et puis bien sûr des moments de fête quand on est reçu avec des soirées où on danse, voilà, où on passe des bons moments ensemble, des visites aussi. Il y a plein de belles choses à voir autour de Rheinstetten. Je me rappelle un château qui est un petit Versailles avec un parc magnifique. Je me rappelle aussi bien sûr la ville extraordinaire de Heidelberg qui est au bord de la rivière et puis avec son château fort tout à fait en haut de la ville qui domine ces ruelles avec ses maisons à colombages de style allemand, alsacien, ça se ressemble beaucoup. Voilà, plein de bons moments. Aussi les moments où on se sépare sur le quai de la gare et où les larmes coulent au coin des yeux en attendant de se revoir la fois suivante. C'est souvent le choix effectivement de faire durer une amitié entre des personnes en particulier, mais les deux formules existent. Pour ma part, j'ai plutôt été chez des gens différents, mais là, je vais recevoir cette année les Italiens qui m'ont hébergé l'année dernière et ça sera avec le plus grand plaisir. C'est variable, voilà, chacun fait son choix. Sylvie Lacamoire, secrétaire du comité de jumelage. En ce qui concerne les marchés de Noël en Allemagne, je voulais juste rajouter que cette expérience nous a appris ce que c'était que la magie de Noël, telle que la vivent les Allemands et qui nous était totalement inconnue. Et à chaque fois que nous allons chez eux, durant cette période-là, nous vivons ce moment extraordinaire des ateliers qu'ils mettent en place pour nous. Et ils nous apprennent à y faire plein de magnifiques choses de nos petites mimines. Et nous sommes revenus d'Allemagne avec cette pratique que nous avons continué en France et ce qui nous permet désormais de présenter à chaque marché de Noël qui se tient à Varennes un stand qui est de plus en plus remarqué où justement nous partageons cette magie de Noël apprise grâce à nos jumeaux allemands. En tout cas, c'est vraiment un bonheur et c'est précieux de pouvoir partager cette amitié entre des gens qui sont un petit peu éloignés. C'est vrai qu'il y a 1000 kilomètres entre nous, mais qu'est-ce que c'est entre deux TGV le TGV nous mène à Karlsruhe et de Karlsruhe à Rheinstetten, il n'y a même pas 20 kilomètres. Donc voilà, on y va comme si c'était à côté. C'est extrêmement important pour les Allemands de cette région. L'existence du camp de Gurs, moi ça m'a frappé, elle est connue de tous les jeunes. Justement, je parlais de TGV à l'instant. La dernière fois que nous avons voyagé pour nous rendre en Allemagne, je me suis retrouvé dans le TGV assis à côté d'une jeune Allemande. Puis au bout d'une heure à peu près de voyage, on a dû échanger quelques mots. Et bien sûr, ça commençait par d'où venez-vous, où allez-vous? Et puis, quand je lui ai dit que je venais j'ai dû dire Pau, probablement, très vite, elle m'a parlé de Gurs. Et j'ai été vraiment très surpris, mais elle m'a dit, mais oui, tous les jeunes au collège, c'est à notre programme. Nous entendons tous parler de Gurs, nous savons tous quelle est l'histoire de ce camp. Donc ça m'a frappé, parce que je ne suis pas sûr que les élèves français de notre territoire connaissent aussi bien l'histoire qui nous lie que les jeunes Allemands.
Et Gurs est extrêmement connu. Voilà. Et puis, il y a de toutes les façons une attirance aussi des Allemands pour la France. Je parlais du maire de Rheinstetten, que j'ai eu le plaisir d'accueillir, et y compris à la maison il y a quelques jours, parce qu'il a fait le choix de venir passer quelques jours de vacances à Navarinx pour retrouver ses amis. Eh bien, je crois savoir que l'année dernière, ses vacances, c'était en Corse. Voilà, il y a des liens très très forts. L'amitié franco-allemande, c'est pas que des mots, c'est une vraie réalité. Il est fondamental de se rappeler l'histoire, d'en connaître les raisons pour éviter son retour, parce que c'est toujours un péril qui nous menace. Mais il faut aussi vivre ce qui nous rapproche, c'est très important. Still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Quand j'entends par hasard à la radio cette chanson, je repense à l'été de mes 16 ans et à mon séjour fantastique en Allemagne grâce au jumelage. Des élèves du lycée Louis Barthou lors de la journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Tout d'abord, c'est un moment fort pour nous, car il s'est passé des choses atroces ici. Et donc, pour la commémoration de toutes les personnes qui sont passées par là, c'est un honneur pour nous d'être ici, d'être présents ici aujourd'hui, et d'avoir pu parler, d'avoir pu répondre à la lettre de Simone Veil. C'est un grand honneur. Oui, voilà, on l'a fait avec notre professeur d'HGGSP, donc c'est notre professeur de spécialité au lycée à Barthou. Et donc voilà quoi. Non, pas tout le monde. Non, moi c'était la première fois que je venais ici. Mais je trouve ça intéressant de savoir ce qui s'est passé ici parce que je connaissais pas en fait. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre l'histoire du camp de Gurs. Ils avaient brûlé le camp quoi. Ils avaient brûlé le camp et déjà parce que déjà pour effacer tout ce qui est traces et voilà. C'est pas voilà. C'était pour les protéger. Non, mais en soi, c'est un monument historique. On ne devrait pas le brûler, mais c'est pour expier nos erreurs, dans le sens, je pense qu'ils ont fait ça, mais on aurait dû le garder pour montrer ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Pas effacer les preuves. Même en classe, avec notre professeur d'HGSP, on en parle souvent de la guerre en Ukraine, de ce qui se passe, et c'est atroce. On n'arrive pas à concevoir ce qui se passe dans le monde. Toutes les personnes qui font ces guerres-là, comme la guerre en Ukraine, etc., elles sont engendrées par des dictateurs et des personnes qui méritent pas leur place. Qui méritent pas leur place dans ce monde. Et c'est triste. Mais bon, c'est toujours comme ça. Jean d'Ormesson, écrivain. J'ai compris assez vite, je vous assure, que vouloir être heureux seul est une folie. C'est une folie. Une vie est belle quand il y a quelque chose au-dessus d'elle. Au-dessus d'elle. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être heureux. Mais il vaut mieux que les autres le soient aussi. Il y a des gens que je méprise beaucoup. C'est ceux qui sont indulgents avec eux-mêmes et cruels avec les autres, et plus encore avec les plus malheureux. Il y a des gens que j'admire plus que tout. C'est ceux qui sont durs avec eux-mêmes et doux avec les autres. J'espère que ce dernier épisode vous a plu. À mi-chemin entre l'histoire et la mémoire collective, les témoins tendent la main aux générations actuelles et futures. Chacun a sa propre histoire. Plus le temps passe et plus ces témoignages de l'impensable sont précieux. Ils ont résisté, écrit, parlé, transmis. À nous maintenant de prendre le relais. À nous de regarder l'histoire au fond des yeux, avec ses ombres, pour mieux apprécier la lumière d'une vie en temps de paix.
et ne pas se laisser éblouir par les feux aveuglants des extrémistes. De Gurs à Auschwitz, un podcast pour ne pas perdre le fil de l'histoire, un podcast pour ne pas oublier, car c'est quand on ne parle plus des morts qu'ils disparaissent vraiment. Alors, je nous entraîne dans une aventure émouvante, souvent cruelle, mais essentielle. Une aventure où les témoignages des rescapés se mêleront aux connaissances des historiens, une aventure où l'histoire traverse, bouleverse, renverse des vies. Je vous invite à ce voyage 2 fois par mois. Pour ne rater aucun épisode, inscrivez-vous sur enlocomotive.com. À très vite.